C'est pas ne pas être démocrate que de se reconnaître d'une communauté. Plusieurs cultures, plusieurs histoires se rencontrent. Direz de vous tous que vous êtes des bons musulmans, des bons chrétiens et des bons juifs. Dans ce que vous disiez, c'est-à-dire dans sa problématique économique et sociale, notamment des quartiers, mais aussi de la problématique de l'intégration dans l'espace européen. C'est quand même théorique. Je suis jeune français, je suis aussi d'origine, et je ne veux pas d'origine, je suis aussi tunisien et algérien, et je suis aussi musulman. C'est de se respecter les uns et les autres, le tout dans cette thématique qui s'intitule l'Islam de France, un non-sujet. Et tout cela avec la fondation, le soutien surtout de la Fondation européenne pour la démocratie. Voilà. Est-ce qu'il y a un islam de France? Est-ce que c'est l'islam de France ou est-ce qu'il faut dire un islam tout court? Est-ce qu'il faut parler d'abord d'un islam de France? Parce que c'est vrai que quand on regarde, y compris les micro-trottoirs, on sent quand même une espèce d'inquiétude, un sentiment de « ah oui, mais… D'ailleurs, dans le micro-trottoir, certains me disent « oui, mais pourquoi ils le revendiquent tant qu'on est musulman ?» Est-ce qu'on doit dire « islam de France » tout d'abord? D'abord, l'islam, c'est un mot qui convoque des imaginaires, à la fois, je dirais, de la part de ces Français de confession musulmane et de ces Français qui, eux, ne sont pas musulmans. Donc, quand on dit l'islam, en vérité, on renvoie à plusieurs réalités. Cette réalité n'est jamais finalement définie, parce que lorsqu'on dit le mot islam, est-ce que c'est l'islam au stade du discours coranique? Est-ce que c'est l'islam au sens historique du terme? Ou est-ce que c'est l'islam tel qu'aujourd'hui nous le voyons avec, je dirais, différentes composantes? Et je crois que c'est un mot qui est complètement piégé. Alors on l'utilise par raccourci, mais c'est un mot qui, à mon avis, mérite véritablement d'être déconstruit parce que derrière ce mot, c'est un mot valise et chacun y va de par son idéologie, de par ses passions, de par ses émotions. Alors effectivement, je dirais que ce que nous pouvons analyser aujourd'hui, c'est simplement en termes d'analyse du discours, à savoir qu'est-ce que les gens mettent derrière ce mot islam. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a autant d'islam que d'usage par les personnes qui utilisent ce terme-là, puisqu'on ne prend jamais, je dirais, le temps de qualifier véritablement ce terme. Donc à partir du moment où les gens disent islam de France, c'est-à-dire qu'il existe maintenant, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot? C'est toute la question qu'il y a. Alors là, effectivement, je m'adressais à Pierre-Yves Bournazel. Il y a d'abord plusieurs choses. D'abord, il y a une crise économique. Cette crise économique, si je me trompe, vous m'arrêtez. Mais de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce que je connais, cette crise économique, elle touche d'abord des quartiers populaires. Et dans ces quartiers populaires, il faut bien reconnaître qu'il y a une concentration de population qui est parfois d'origine migrée et parfois musulmane. Et cette crise économique, souvent, elle crée parfois de la tension. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, c'est qu'effectivement, dans l'imaginaire du débat public, il y a l'effondrement des tours à New York en septembre 2001. Ça a beaucoup changé de choses. Moi, j'ai ressenti, où j'étais étudiant à l'époque, on ne parle plus de l'islam en France, de l'islam de France, comme on en parlait avant 2001. Ça a tendu beaucoup la situation. Et on a l'impression que la théorie qu'on moquait beaucoup de l'auteur américain était complètement dérisoire, côté de la plaque, le choc des civilisations. Et aujourd'hui, on a vaguement l'impression que c'est une théorie qui refait surface et qui est nourrie d'ailleurs par des éléments très différents dans le monde, des gens avec des postures parfois philosophiques, religieuses, très politiques. Alors tout ça, c'est un contexte qui fait qu'on a une société française qui, sur la question de l'islam de France ou de l'islam en France, est plus tendue qu'il y a 12 ans et je crois que le rôle du politique, ça c'est ma conception personnelle, au-delà de la gauche et de la droite, n'est pas de tendre plus les situations qu'elles ne sont, mais de chercher plutôt à apaiser et de faire vivre les gens ensemble. C'est pour ça que mon postulat de départ, c'était de dire qu'on est d'abord citoyen et que dans cette citoyenneté, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs, et que c'est au quotidien que cela se construit. Derrière le christianisme, derrière le judaïsme, on est autant aussi du christianisme et du judaïsme que de pratique. Le christianisme a revêtu dans l'histoire ou dans les différentes nations des formes très différentes. On peut être intégriste musulman, on peut être intégriste juif, on peut être intégriste protestant, intégriste catholique, et on peut être un catholique, un musulman ou un juif
tout à fait compatible avec les règles de la République, c'est même l'immense majorité. Bon. Et en France, le christianisme a mis longtemps, les chrétiens ont mis longtemps à accepter qu'il y avait des règles de vivre ensemble, des règles laïques qui étaient supérieures à leur propre foi. Bon. Eh bien, la question que j'ai posée aujourd'hui de l'islam de France, c'est de pouvoir vivre sa foi librement dans un pays qui vous permet de croire et de vivre votre foi, d'assumer cette culture religieuse, tout en permettant de vivre avec l'autre et dans ses différences, en respectant la République. Vous savez que dans la réalité, c'est tout autre chose. Hein. Religieux quelconque, c'est une chose, avoir une nationalité, c'est autre chose. On voit énormément ces amalgames intervenir. L'amalgame également, lorsque l'on parle de l'intégration, s'exprime. De quelle intégration on parle? Je veux dire, ça me fait sourire parce que quand on voit aujourd'hui, la grande majorité sont des jeunes qui sont nés en France. Depuis leur naissance, ils ont intégré la société française de par l'école, de par leur vie quotidienne. Donc leur parler d'intégration aujourd'hui me semble encore choquant. Maintenant, est-ce qu'on ne veut pas parler plutôt, oui, d'insertion sociale, économique, d'une réalité, je veux dire, d'une réalité même culturelle, c'est-à-dire l'égalité des droits, c'est aussi les droits culturels, qui elles n'existent pas. Les belles paroles que viennent de nous donner notre ami, voilà, c'est quand même du théorique. C'est quand même du théorique. En même temps, quand tu dis les quartiers populaires sont touchés de plein fouet par la crise. Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Les quartiers populaires, mais dans ces quartiers populaires, il y a beaucoup de jeunes Français, d'accord, qui sont touchés par la crise. Et comme tous les autres Français qui vivent non seulement dans les quartiers populaires, mais alors en plus parfois, et pourtant, et avec pour certains d'entre eux des diplômes, des formations, pourtant le lieu lui-même, la résidence lui-même, peut être un élément d'exclusion ou de discrimination. On le sait, il suffit des enquêtes de montrer que parfois un nom, une adresse pouvait suffire, je veux dire, à être voir son CV recalé, la bouler, tout simplement. Donc on s'aperçoit bien que l'exclusion, elle est présente, et elle est bien sûr présente dans les quartiers populaires. Donc on voit bien que mais c'est pas devenu un sujet, oui. Voilà, mais pourquoi parler de l'islam et de lier l'islam au quartier populaire? L'islam, ça peut être aussi des musulmans dans le 16e arrondissement. L'islam, c'est pas que dans les quartiers populaires. Pourquoi est-ce que l'on parle laïcité, on parle d'islam? Est-ce que seul l'islam est un impact, est contraire à la laïcité? Je veux dire, ça me choque toujours qu'à chaque fois on veut opposer à l'islam laïcité. Non? Moi je regrette quand Madame Boutin dit au moment des manifestations pour le mariage pour tous, les lois de ma conviction et de ma foi religieuse sont supérieures aux lois de la République. Elle l'a dit à la télévision. Je veux dire, pour moi, ça pourrait être un discours intégriste, non? Juste pour revenir sur quand vous dites citoyen français avant tout, je sais que c'est pas très de penser. Moi, j'ai envie de dire à un certain moment, le avant tout, pourquoi est-ce qu'on commence par une hiérarchie? C'est-à-dire que je pense que ça serait plus intéressant de pouvoir se vivre de manière multi-plurielle. Vous êtes croyant ou pas, pratiquant ou pas, citoyen, oui, évidemment citoyen, bien qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas citoyens, qui vivent avec nous. Vivre ensemble, c'est pas qu'avec les citoyens. Non, on peut être citoyen sans être français. Citoyen de France. Voilà. Les citoyens de France. Je comprends ce que vous dites. Je m'interroge juste sur le fait, avant tout, et je pense que quelque part, la hiérarchie fait que certains ont envie de se positionner en dehors de cette hiérarchie. Et je pense que la question de la pluralité aujourd'hui, qui nous habite tous, à la fois individuellement et collectivement, est quelque chose qui fait défaut dans sa reconnaissance dans la société française. Et que j'aimerais bien qu'on puisse aller vers plus de liberté dans le positionnement, ce qui n'implique pas d'ailleurs que la législation ne vous considère pas, elle, comme citoyen avant tout. Quand on est citoyen de la République, c'est qu'on accepte qu'avant tout, je ne dis pas par vocation, mais qu'avant tout, au-dessus de ses propres croyances personnelles, religieuses ou autres, il y a la loi de la République, et que cette loi de la République, c'est celle qu'on a choisie, soit soi-même directement, soit par ses représentants,
dans les assemblées pour qu'il y ait des règles communes, tout simplement. C'est très théorique, mais c'est des choses qu'il faut savoir rappeler et elles concernent tous les citoyens. C'est pour ça que attention, quand on débat sur la sémantique, ce que vous précisez, c'est bien le cadre aujourd'hui. Le problème qui pose, c'est pas le cadre. J'ai bien aimé l'introduction de Rachid qui expliquait un peu ce qu'on passe. Parce que quand on a le titre Islam de France, un nom de sujet, à la fois, normalement c'est un autre sujet quand on se passe sur ce cadre-là. Là, sinon, on n'a pas de sujet. Mais on en a fait un sujet sémantique, c'est-à-dire le politique, c'est lui qui donne le sens. Et donc, on en a fait un sujet. On en a fait un sujet d'instrumentalisation pour justement, comme s'il n'y avait pas de difficulté sur l'emploi, etc., pour focaliser sur deux choses. Quand on nous parle du 11 septembre, un attentat terroriste, quel qu'il soit le 11, le 12 ou le 13 septembre, c'est un acte terroriste, ça n'a rien à voir. Que des gens se revendiquent de religion, on n'en fait pas autant état quand il s'agit d'autres religions, etc. Non, je crois que l'islam a été touché. Je sais, bien sûr, mais il a été touché parce qu'il y a eu un montage. Quand on parle de crise économique, on oublie de parler de crise identitaire. La crise identitaire, elle s'est construite par le débat public. Il y a qu'à un moment donné, si on est là pour dire qu'on n'a aucune responsabilité, parce que la loi 1905 sur la laïcité, aujourd'hui, ce qui se passe avec l'islam aujourd'hui en France, c'est ce qui s'est passé il y a très longtemps avec la religion catholique. Il y avait beaucoup d'églises, là elles se désertent. Là aujourd'hui, c'est une religion nouvelle. Donc les gens ont besoin d'une quête et d'aller vers parce qu'ils ont été déniés. Ce qui pose problème, c'est pas l'intégration, c'est l'injonction intégratrice. Comment on peut avoir une injonction intégratrice? C'est des gens qui sont, on est en train de leur expliquer qu'ils sont jamais bien comme il faut ou comme on les voudrait. C'est quoi le modèle citoyen? Il ne définit pas la loi de Costa. Donc on a un débat sémantique très important dans notre société. Et je crois que les politiques sont responsables de ce qui se passe. Moi, quand on a fait la marche avec Alima, il n'y avait pas de fleurs, il y avait des kéfiers. Donc les gens se liaient à des choses. Et on a vu progresser parce qu'on a créé la sclérose. Et donc on a créé un affrontement comme s'il y avait une guerre. Et ce choc des civilisations, on l'a créé aussi. Et parce qu'après de déposer des diagnostics et de mettre en place les mécanismes qui conduisent, ça aussi c'est jouable. Tout le monde sait faire. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on revienne sur des éléments du débat essentiel. Aujourd'hui, moi je ne sais pas s'il y a un islam de France, un islam en France, un islam au Baléares, je sais. L'islam c'est une religion, il y a un livre, saint, etc. Ensuite, quand on dit la loi elle est supérieure, il n'y a pas besoin de le préciser. Ou alors on n'est pas confiant dans nos institutions. Il y a un problème de faire respecter la loi, elle n'est pas contrôlée. La loi 1900, c'est simple, c'est la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Donc il n'y a pas à aller chercher. Il y a 14 ans, quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Et ceux qui ont raté, à mon avis, 1905 pour bastonner du culot de la religion, j'ai l'impression qu'ils veulent revivre ça avec l'islam aujourd'hui. Et si on avait en 1907 étendu cette loi comme elle aurait dû être faite aux anciennes, entre guillemets, colonies, je n'ai pas le terme, eh bien nous n'aurions pas cette question de problème, puisque l'islam aurait été intégré dans cette loi déjà à l'époque. Donc à un moment donné, on ne peut pas se dédouaner et ne pas revenir sur du sens. Donc moi je crois que c'est pour moi un non-sujet, mais c'est devenu un sujet public et politique parce que les hommes politiques n'ont pas su déminer quand il fallait un certain nombre de choses. Le débat sémantique est important, mais ce débat sémantique-là, il faut éviter de rester sur un plan qui est purement théorique et du coup d'être purement dans de la rhétorique. L'islam de France, il faut se poser la question pourquoi justement cette sémantique-là. La question sémantique, elle pose problème ici en France. C'est que quand par exemple dans les années 70, Vincent Montagne publie un livre dont le titre est l'islam noir. En fait, le livre a été reçu comme quelque chose qui mettait en valeur l'islam noir, l'islam africain. Ça n'a pas posé de. C'est quelque chose qui n'a pas posé de problème. C'est au niveau sémantique. Ça a été salué par les intellectuels africains. Maintenant, quand on est en France aussi, dès que l'on parle de l'islam de France ou de l'islam en France, tout de suite on tombe dans cette sorte de maladie qui est de savoir où mettre les enfants, d'être dans un débat qui est purement sémantique. L'islam de France, la présence musulmane ici en France est une réalité sur trois plans. À la fois sur le plan religieux, à la fois sur le plan social et à la fois sur la dimension plurielle. C'est qu'il y a une pluralité dans cette communauté-là. Il y a une présence sociale ici, elle est diverse, elle est multiple. Il y a des musulmans qui viennent d'horizons différentes et qui ont une vision différente du dogme islamique, du mot islam. Et donc, du coup, vous avez la vision vous avez diverses visions dans la communauté turque, dans la communauté maghrébine, dans la communauté africaine, de cet ensemble qu'on appelle l'islam. Mais qui est une réalité aussi religieuse. Parce que vous avez des mosquées, des gens se réclament de cette religion. Et donc pratiquent de cette religion. Et en même temps, ils se considèrent comme des citoyens, des gens qui agissent dans la société. Et du coup, leur foi n'est pas un obstacle à une vocation sociale au fait de participer au progrès de la société. Et donc, le débat purement théorique de l'islam en France ou l'islam en France, elle pose problème à la fois, sur le plan politique, parce que pourquoi ça pose, quand je prends le cas de l'Afrique par exemple, c'était pour dire que quand on a utilisé le concept d'islam noir pour l'islam noir, ça n'a pas posé de problème. Mais en
souvent utilisé par les hommes politiques pour stigmatiser, en tant que l'islam est vu comme la religion des minorités, la religion du renouvellement familial, la religion d'un certain nombre de stigmates, d'un certain nombre de gens qui dépendent, qui vivent sur le dos de la République, et qui du coup, parfois, on soupçonne d'être infidèles à la République, aux lois de la République. Et donc, elle est utilisée parfois en tant que dans le discours politique pour stigmatiser. Mais aussi, elle pose aussi problème chez les musulmans même, dans l'imaginaire musulman elle-même. Parce que chez un musulman, le fait que parfois il se représente qu'il y a un seul islam, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a un islam, il y a un livre. Il y a un islam, oui, mais il y a des visions, des lectures plurielles de l'islam. Et donc il y a des islams, il n'y a pas un islam. Et donc ce qui fait que parfois on ne peut même pas parler de l'islam de France, il faut dire des islams de France. Puisque les visions de cet islam-là, de cette révélation, de ces livres-là, elles ne sont pas forcément les mêmes. Et donc il faut se poser la question, la notion d'islam de France, la notion sémantique, elle n'est pas un problème uniquement dans le cadre politique, elle est aussi un problème à l'intérieur de la communauté musulmane. Quand on est à l'intérieur de la communauté musulmane et que l'on se représente l'islam comme une seule religion, qui regroupe qui est un message à vocation universelle, qui a pour but de regrouper les hommes, on ne peut pas accepter qu'en France, on me dit, voilà, il y a un islam de France. Dans l'imaginaire islamique, dans l'imaginaire musulman, c'est quelque chose qui coupe cette communauté de la communauté universelle, de l'Oumma universelle. Et donc, il y a aussi un refus à l'intérieur de la communauté musulmane de se penser comme musulmans citoyens ici, vivant ici en France. Alors que quand vous allez aux États-Unis, par exemple, un musulman aux États-Unis, quand on est parti là-bas, on a rencontré un certain nombre de personnalités de l'islam, des musulmans américains, ils se disent d'abord je suis américain et puis après musulman. C'est-à-dire que l'islam me pousse d'avoir la citoyenneté et puis à travers cette citoyenneté, j'affirme un certain nombre de valeurs. Pourquoi donc ça pose problème à la fois sur le plan politique, mais aussi à l'intérieur de la communauté musulmane. Il ne faut pas avoir un discours purement dirigé vers les politiques, il y a aussi une responsabilité aujourd'hui que... On est dans un espace public, on est citoyen, avec des droits, je regrette monsieur, on est avec des droits, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a pas le mot devoir dedans, parce que tous juristes vous diront que chaque droit a en son cœur des devoirs, donc on n'a pas besoin de l'annoncer. Donc c'est bien des droits que nous avons, et les citoyens de ce pays, quelle que soit leur nationalité, résident ici, sont citoyens et vivent dans l'espace public. Et il devrait y avoir une égalité des droits, qui n'existe pas d'ailleurs, puisque s'il y avait l'égalité des droits, on ne serait pas aujourd'hui face à toutes les violences policières, à leur impunité, face aux exclusions sociales, on pourrait en citer pendant longtemps. Mais cette égalité des droits n'existe pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a cet amalgame qui se fait de l'espace public qui veut prendre une emprise sur l'espace privé. L'espace privé, c'est ce que l'on est dans notre conviction, notre identité. Ce que nous, notre identité, et je devrais dire notre identité plurielle par définition. J'ai toujours dit que l'identité c'était comme un diamant à multiples facettes. Et que dans ces facettes, elles se construisent. Elles se construisent au fil des jours avec l'expérience de la vie. Et une de ces facettes peut être notre conviction religieuse, notre foi. Même notre non-religion, c'est une conviction. Donc cette facette, elle appartient à ce que j'appelle moi mon espace privé. Et lorsqu'il y a, cette volonté d'emprise publique et donc politique très souvent sur l'emprise privée, c'est là qu'à un moment donné, il y a un choc qui se fait. Et ce n'est pas le choc des civilisations qui existe. De la relation à l'histoire. C'est vrai qu'il y a un déficit d'histoire à la fois de la part des musulmans et à la part aussi des Français quant à la présence, je dirais, de l'islam en Europe. La présence de l'islam en Europe ne date pas d'il y a 50 ans. Et ensuite, on ne doit pas, me semble-t-il, oublier l'importance notamment de ce que disait Halima, c'est-à-dire avec le phénomène de colonisation et de décolonisation et le phénomène de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est encore aussi présente si on lit la visibilité de l'islam au prisme aussi de cette réalité-là. Donc on a, je dirais, à la fois un déficit, je dirais, d'histoire, on a un excès quelque part de mémoire de part et d'autre, parce que je crois que la plupart des musulmans méconnaissent complètement leur religion, hein. Ça il faut le dire, ils n'ont pas du tout une connaissance historique de la religion, ils n'ont pas une connaissance historique de leur texte, donc ce qui fait que l'islam fonctionne en termes identitaires. Vous savez que le religieux, c'est pour ça qu'il faut à la fois se poser la question, qu'est-ce qui est en train d'arriver à la société française avec sa laïcité?
à la fois dans ce que vous disiez, c'est-à-dire dans sa problématique économique et sociale, notamment des quartiers, mais aussi de la problématique de l'intégration dans l'espace européen. Donc on a une double crise qui se joue au niveau, je dirais, de l'islam, mais le religieux est aussi en crise, c'est-à-dire que la religion en contexte de mondialisation, c'est beaucoup plus l'aspect identitaire qui est beaucoup plus mis en avant que les autres pôles, parce que le religieux repose sur 3 pôles. Il y a un pôle cognitif, qu'on appelle de savoir, il y a un pôle éthique et un pôle identitaire. Or, aujourd'hui, quelles que soient les religions, il y a un problème de l'instance de l'autorité religieuse qui est en voie d'éclatement et les gens sont en train de recomposer des nouvelles traditions qui n'ont plus rien à voir avec la tradition langue qui, elle, a supposé, en tout cas qui suppose ce travail de maturation. Est-ce qu'il faut dire l'islam de France ou l'islam en France? Peu importe qu'on appelle l'islam de France. Vous voyez bien que ça suscite un débat. On ne peut pas dire peu importe, parce que vous voyez bien qu'il y a déjà des divisions, il y a déjà des accords. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que ce soit l'islam de France ou l'islam en France, il doit s'acclimater à la laïcité et au phénomène de la sécularisation. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que lorsque vous regardez le développement historique de l'islam, le développement historique de l'islam en tant que religion s'est toujours acclimaté à la culture. Il n'y a pas de religion sans culture. Toute la question, c'est aujourd'hui la présence d'un certain nombre de Français de confession musulmane qu'on appelait anciennement arabes, anciennement maghrébins, qu'on appelle aujourd'hui musulmans. Ils sont issus d'une histoire qui arrive avec des impensés. C'est-à-dire que le parcours historique de la société dans laquelle dont nous sommes tous issus, ce n'est pas du tout le parcours historique de la modernité et de la sécularisation. Donc l'islam, en tant que religion, arrive avec des impensés que la société doit penser. Mais en même temps, il révèle les impensés de la laïcité, notamment sur le fait religieux. Vous voyez, ce sont 2 impensés qui sont en train de se battre dans l'espace public. Et le fait que les 2 acteurs soient complètement aveugles sur ce qui est en train de se passer, donne cette idée que l'islam n'est pas aimé, ou que de l'autre côté, que 74% des Français, après la question c'est comment on sonde les gens, ont peur de cette réalité, de cette visibilité de l'islam. C'est vrai qu'il faut prendre conscience que la visibilité de l'islam fait peur en France. C'est aux musulmans aussi de prendre ça en compte. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit qu'il a peur, vous ne pouvez pas simplement nier cette peur. Il y a ce travail que disait Youssef qui est très important, qui est ce travail théologique, qui est ce travail herméneutique d'interprétation, que l'islam doit mener. Il y a un certain nombre de familles musulmanes qui ont peur de certaines expressions de l'islam dans les quartiers. Il ne suffit pas simplement d'être français de souche. Il y a des expressions de l'islam qui peuvent être dangereuses pour les vivre ensemble. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Bon, je vais... Une peur de l'avenir en fait. De manière plus globale, aujourd'hui on a une économie française et de manière plus générale occidentale qui est prise dans des pressions économiques énormes, avec les Chinois, les pays émergents, le Brésil, etc. Et on se rend compte que la classe politique, au lieu d'avoir le courage de prendre le taureau par les cornes et de se dire voilà, il faut résoudre les problèmes internationaux, des contradictions de la finance internationale, etc., ils préfèrent attaquer le petit sandwich halal à côté. Et malheureusement, votre formation politique a participé beaucoup à stigmatiser la visée l'UMP, c'est ça? on l'a vu avec les débats sur les minarets, les boucs halal, ce n'est pas véritablement les problèmes des Français. Il y a un désir de visibilité d'un côté et un désir d'invisibilité de l'autre. Et je reviendrai, c'est vraiment le nœud du problème. En jeûnant aujourd'hui avec des non-jeûneurs ici, en débattant sur la question de l'islam de France, je pose la question du sens, de la transcendance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, l'islam, c'est une éthique, c'est une esthétique. Il y a des femmes dans l'islam qui s'habillent d'une certaine manière. De par leur présence ici, elles posent la question de l'esthétisme. Les musulmans posent la question d'éthique. Et donc, c'est une problématique également culturelle. Ensuite, et sur le plan civilisationnel, l'islam a été une civilisation brillante. Pendant que ici, nous étions en train d'essayer de nager dans les eaux troubles du Moyen-Âge, il y avait des civilisations qui rayonnaient, à Bagdad, et même en Europe, à Cordoue. Donc l'islam a une histoire également musulmane et a une identité musulmane. Donc, ces désirs de visibilité et d'invisibilité, dans ces trois domaines-là, on va avoir un certain nombre d'affrontements, des nouvelles questions qui vont se poser. Parler de la France également. Quand on a parlé de l'islam, parlons de la France. La France est un vieux pays. C'est un pays qui appartient à la civilisation européenne, qui a dominé le monde de manière unilatérale. Donc pendant plusieurs siècles, le rapport à l'altérité, elle ne l'a pas connu, si ce n'est qu'à travers la domination. L'histoire coloniale est fondamentale.
Et en même temps, l'histoire coloniale, quand il y a des colonisés, il y a un colonisateur. Et le colonisateur est dans une solitude. Et aujourd'hui, la présence des musulmans rappelle l'altérité. L'altérité qu'on a vue, qui était derrière la Méditerranée et qui aujourd'hui se retrouve ici. Quand on pose la question, tout à l'heure, je vous entends parler de la France, de la République, de la laïcité. Si on changeait ces trois mots-là par islam, judaïsme et christianisme, on dirait de vous tous que vous êtes des bons musulmans, des bons chrétiens et des bons juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a je sens en tout cas dans la manière dont vous en parlez, qu'il y a une espèce de course au dogmatisme, comme si la France a toujours été une république. Historiquement, c'est faux. Parce que la France a toujours été une laïcité, historiquement, c'est faux. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas essayer de ressusciter un passé dépassé. Il faut essayer justement de composer de... Et là, je rejoins ce que disait Eliamine, il y a une absence de vision, une absence de projet. On parle de vivre ensemble, mais on reste sous l'aspect théorique. Mais de par notre diversité, est-ce qu'on est capable d'envisager un projet commun? Aujourd'hui, c'est nous. Alors, il y a la défaillance des politiques, mais pas seulement. Il y a une crise économique sur laquelle surfent un certain nombre de gens qui veulent instrumentaliser les questions. Aujourd'hui, la laïcité, ça devient la ligne Maginot. La ligne Maginot contre qui? Contre la 5e colonne, l'ennemi de l'intérieur. Il faut également se poser des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas être dans la sacralité. Ni des religions, ni de la laïcité. Autrefois, il y avait des religions verticales. Aujourd'hui, nous avons des religions horizontales. Il faut être plus laïque que laïque pour se convertir. Pour se convertir quelque part. Et j'aimerais également rappeler, avant de terminer, que c'est en France, durant la Troisième République, on disait aux musulmans, si vous êtes des citoyens, abjurez l'islam. Donc cette question également, elle a une histoire. Cette peur de l'islam, elle a également une histoire. Et aujourd'hui, toutes ces problématiques sont ressuscitées. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de citoyens de confession musulmane, mais des musulmans qui ne sont pas citoyens français également. Il ne faut pas diviser également, qui accèdent sur le plan économique à un statut, à un nouveau statut, qui commence à un moment donné à remettre en cause des privilèges, qui remettent en cause un certain patrimoine, qui commence à être partagé. Et ça, c'est des questions qui, à mon sens, devraient être posées pour mieux appréhender la problématique qui est fondamentale. Et un dernier point, par rapport à la question de l'islam de France, je pense sincèrement, moi en tant que citoyen français de confession musulmane, et jette un pavé dans la mare volontairement, je pense qu'elle est problématique et je pense qu'elle est dangereuse. Pourquoi? Elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'il y a une idéologie de l'assimilation qui a une histoire en France. Et dire à des musulmans, mais soyez plus français que le français, soyez plus laïcs que les laïcs, et quelque part de vous couper d'une histoire, donc d'une partie de votre identité, est dangereuse. C'est pas, on ne vous dit pas intégrez-vous pour vos yeux. Il y a une orientation idéologique qui j'aimerais qu'on la questionne ici. Est-ce que l'islam de France est-il sous influence étrangère? À Clément-Loli et à tous les autres, ceux qui veulent pas me permettre de J'ai le sentiment qu'un peu oui aujourd'hui. Oui, mais sauf d'avoir un sentiment le personnel. Qatar, par exemple, mais moi, je suis responsabilité politique, donc je ne peux pas aussi faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne traite pas, entre guillemets, ceux qui pratiquent l'islam, parce que les musulmans, il y en a qui ne pratiquent pas, il faut quand même aussi dire les choses. Parce que tout à l'heure, on parlait de grande civilisation. Moi, je suis d'une civilisation qui est berbère. Les Numides, c'est une très grande civilisation. Et on n'a pas toujours été musulmans. Quand on disait il faut rappeler l'histoire. Mais c'est pas ça qui est le but du débat. Aujourd'hui, on est musulmans, qu'on soit pratiquant ou pas. Je veux dire, et quand tu disais la France n'a pas toujours été laïque, bien sûr, c'est en 1905, justement, la séparation de l'Église et de l'État. Donc on ne peut pas. Mais ça, c'est l'histoire. La connaître, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce débat-là pour avancer. Et c'est pour ça qu'Achille expliquait la reconnaissance, la compréhension. Je crois qu'on est dans nos peurs enfermés. Et c'est vrai qu'on a eu, quand on a fait la commission d'islam et laïcité, alors il y a eu une dérive, parce qu'il y a toujours des dérives dans les choses, mais c'était pour justement dire que c'est une religion comme les autres et qu'elle doit être intégrée comme les autres. Et les jeunes musulmans, ils ont beaucoup participé dans ces débats-là. Je crois qu'on manque de lieu de débat et je crois qu'on est dans les peurs. Ensuite, qu'il y ait effectivement des gens qui instrumentalisent à des fins politiques, économiques, etc., des religions d'autres choses, c'est valable pour tout. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans une grande naïveté. Il faut rappeler un certain nombre de faits qui fait que dans la société, on a le sentiment justement que cet islam est sous influence. Quand on prend le cas par exemple du CLCM, on voit, il suffit et on va en parler. Il suffit un peu de regarder. Le CLCM, c'est quelque chose qui a été créé non pas à la base. Avec l'aval de l'État français, c'est différent. Non, tout à fait. Non, justement, donc, non pas à la base, mais quelque chose qui a été fait justement dans le salon du ministère de l'Intérieur, mais aussi avec l'aval des ambassades ici. Et on voit aussi, aujourd'hui, les luttes d'influence qui existent actuellement à l'intérieur de l'islam de France à travers justement les ambassades, où chaque ambassadeur veut que telle
personnalité accède à la présidence du CFCM et qu'il faut qu'il soit de telle nationalité parce que ça permet d'avoir une mainmise sur cet islam de France ou d'avoir une certaine autorité. Parce que, quand vous prenez le cas du CFCM, ça a été construit justement dans le salon du ministère de l'Intérieur et ça a été construit par les ambassades. Et quand il y a des élections au niveau du CFCM, vous pouvez sortir dans la rue, vous ferez une enquête sociologique et vous demandez aux fidèles musulmans, est-ce qu'on vous a invité à participer à des élections? Et ils ne sont même pas au courant des dates d'élection. Et puis après, tout de suite, en regardant la télé, on vous annonce que quelqu'un a été élu président du CFCM. Alors que tu es musulman, on n'a jamais interrogé sur qui aimerait qu'il soit ton représentant au niveau de l'État, etc. Donc ça, c'est un fait qui donne le sentiment, que ce soit réel ou non, qui donne le sentiment, si je ne suis pas, que je sois musulman ou pas, que c'est un islam qui est sous influence à la fois de l'État, mais aussi à la fois des chancelleries ici à Paris. Et aussi, il y a un autre côté aussi qui fait que la construction des mosquées ici en France, on voit, pendant très longtemps, comment les mosquées ont été, comment la construction des mosquées ici en France elle s'est réalisée. Elle s'est souvent réalisée à travers des aides venant de l'étranger, parce que les fidèles, au départ, on n'avait pas forcément les moyens pour financer la construction de mosquées, et aussi du fait qu'il y avait un obstacle aussi juridique qui interdisait aux musulmans de procéder à des prêts bancaires pour construire leur lieu de culte. Et donc, du coup, pour pouvoir le faire, pour contourner l'obstacle juridique, qui est de l'ordre du texte, et aussi du problème financier, on faisait appel à l'étranger pour financer la construction de ces mosquées-là. Ça, ce sont des faits qui donnent le sentiment que c'est un islam qui est sous influence. Et je pense que ce n'est pas qu'un sentiment, que c'est une réalité aussi. Et parce que c'est une réalité aussi qui est sentimentale au niveau des musulmans eux-mêmes, qui, quand je suis un Algérien, j'aimerais que j'ai une certaine sorte de préférence pour un représentant algérien. J'ai un sentiment. Donc on voit bien que. Il y a aussi un certain nombre d'intellectuels musulmans, de jeunes étudiants musulmans dont il fait partie à travers la mise en place de l'académie, qui essaient justement de proposer autre chose. Mais même si c'est de l'embryon, je dirais qu'il faut donner pratiquement 50 ans, 60 ans pour avoir les cadres qui vont eux être inscrits à partir d'ici, qui vont, je dirais, penser leur islam à partir du phénomène de la sécularisation. Mais si les guerres entre les Sénégalais, les Marocains et les Tunisiens vont continuer à exister. Maintenant, la question c'est comment arbitrer tout cela. Mais penser que l'islam de France va complètement se couper des pays d'origine, c'est un véritable leurre. Je suis né au Maghreb et ça fait 30 ans que je suis là et j'ai vu le processus de transformation, de changement, intégration, assimilation, discrimination, islamophobie maintenant. Si les représentants, les pseudo-représentants de la communauté musulmane autour du CFCM, du fameux CFCM ou autre, est incapable de défendre la communauté musulmane à partir d'un dispositif juridique français et des directives européennes, sans parler de ceci ou de cela, s'ils sont incapables d'avoir un service juridique pour défendre la communauté musulmane, alors là, ça prouve l'hypocrisie. Et là, il faut couper le cordon ombilical. Il faut couper les ponts avec ces pseudo-représentants qui mettent leurs mains mises à chaque fois en complicité avec le ministère de l'Intérieur français, qu'il soit Sarkozy ou M. Valls. À chaque fois, on est dans le Il y en a marre, ras-le-bol. Il faut couper, il faut que la communauté musulmane de France soit indépendante. On veut la liberté. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est en partant de la réalité sociologique. C'est cette idée d'un islam de France qui serait complètement déconnecté des pays d'origine. Elle ne date pas de maintenant, c'est une demande qui vient aussi depuis le début des années 80. J'ai fait notamment un travail là-dessus sur l'UGM, l'Union des jeunes musulmans, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les références à partir de la France et de l'Europe, ce n'est pas pour demain. Et je crois que c'est se tromper de vision, de penser que l'islam de France tel qu'il se construit va être indépendant des pays d'origine. Ça, c'est un leurre. Donc il y a un moment, il y a la formation des cadres
Quand on veut former des cadres, ils se forment à partir d'où? Quelle est la référence? Donc c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que ça va être quelque chose sur 40 ans, 50 ans, on aura un corps constitué à partir du système français. Mais pour l'instant, penser que cet islam peut se déconnecter du Maroc, je dirais, de la Tunisie, de l'Algérie, du Sénégal ou effectivement, enfin des pays d'origine. Allez, on va avancer. Moi, ce que j'ai vu dans l'histoire, la crise identitaire, pourquoi j'en avais parlé au départ, c'est que j'ai vu effectivement qu'il fallait réconcilier. Et nous, sur un certain nombre de choses, que ce soit associatif avec Daliba d'autres, on a essayé d'être vigilants. Alors qu'on soit la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger. Et c'est aux personnes et non pas globalement. Mais ce qui était sûr, c'est que lorsqu'il y a eu la loi du 23 février, on a compris quand même le basculement, quand on parlait des chocs, le basculement, c'est la reconnaissance des bienfaits coloniaux. Quelque part, c'est ce passé colonial qui avait du mal à passer. On ne sait pas de déchirer la page, mais de la tourner. Et c'est là qu'on a créé l'espace franco-algérien. On ne l'a pas créé pour diviser nos amis marocains, tunisiens, au contraire, ils sont les bienvenus. On l'a créé parce qu'il était important de répondre et de dire que, effectivement, c'était pas incompatible avec la République ou c'est pas ne pas être démocrate que de se reconnaître d'une communauté qui est loyale avec le pays d'accueil, mais qui est aussi légitimement. Et c'est ce travail qu'on a fait. Quand tout à l'heure il parlait, et bien sûr qu'on peut y revenir. Et puis notre travail, en tant qu'élus locaux, etc., c'est d'essayer d'expliquer aux gens. Nous, dans ma ville, on était les premiers à avoir une mosquée, comme c'est pareil, avec le bailleur politique, etc. On a essayé d'expliquer aussi aux gens que c'était pas contre eux, que c'était la reconnaissance de tous. Tout ça, c'est aussi un travail. Quand tu parlais des tours et des bars qui ont été construites, à l'époque, il faut savoir qu'on réservait des bidonvilles. Après, c'est l'accompagnement qui n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire que ce sont les moyens, et on peut le reprocher à gauche comme à droite, et je partage. Mais à un moment donné, nous, en tant qu'élus, on les alerte sur les choses-là. Après, le problème d'une société, d'une démocratie, c'est le rapport de force. Quand on est peu isolé, ou quand on n'est pas, eh bien, on ne pèse pas, et on se bat, on est avant, mais Don Quichotte, t'en seras un, dans 30 ans, tu auras le même débat. Il y a un spectre du communautarisme. Et dans l'islam de France, ce serait un danger d'en avoir peur. Je pense qu'aujourd'hui, le communautaire représente un terrain d'expérimentation. Un terrain d'expérimentation d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes. Aujourd'hui en islam, il y a plusieurs lectures, mais il y a des lectures différentes, par exemple en islam de l'économie. Il y a un autre rapport à l'économie que ce qu'il y a actuellement. Il y a peut-être un autre rapport également à l'environnement, sur un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, la communauté musulmane représente un terrain, et il faut que les musulmans sans complexe investissent ce terrain. J'en veux pour preuve un exemple. 2004, il y a la loi sur les signes ostentatoires. Une vingtaine de filles à Lille se retrouvent sur le carreau. La communauté musulmane de Lille s'organise à Lille. Elles sont 20 personnes, il y a 20 étudiantes. 10 ans après, ils finissent le premier lycée de France. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le communautaire ne doit pas nous enfermer. Et on ne doit pas en avoir peur. Et les non-musulmans et les musulmans qui en ont peur et qui subissent le spectre du communautarisme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un espace du communautaire qui doit être investi. On doit avoir nos propres expériences, nos propres institutions. Parce que, in fine, et c'est là où j'en revenais, effectivement, il y a un rapport de force à jouer. Mais il y a une bataille idéologique. Il y a des idées également. C'est ça, être citoyen, c'est de contribuer à partir de toutes mes identités. Et ce que nos grands frères ont réussi à faire, c'est de s'investir sur le plan humain, dans le monde des hommes. Et dans le monde des idées, malheureusement, on fait de la politique quand on est à gauche, comme des gens de gauche. Et quand on est musulman de droite, comme de la droite. Il n'y a aucune créativité, aucune originalité de citoyens français de confession musulmane quand ils s'engagent politiquement. Et je terminerai, non c'est très important, je terminerai, Don Quichotte l'a terminé, sur un point. Aujourd'hui, les musulmans ne doivent pas revenir dans l'histoire de France, ils doivent la créer. Et la créer, c'est de partir de leurs identités qui ne sont pas partagées par l'ensemble de leurs concitoyens non musulmans, mais en même temps qui apportent une richesse en France. Ils doivent se projeter et envisager, sans complexe, un projet de société alternatif et créatif à partir de leurs références religieux soit-il. Sur la question du communautarisme, moi j'habite à Stein. Quand je vois un jeune issu du quartier qui devient ingénieur, qu'est-ce qu'il fait en général? Il va habiter dans une commune un peu plus classe. Il va à Puteaux, il va à Montreuil, il va à tout. Donc le communautarisme, il n'existe pas. Pour moi, de la part des musulmans, il n'existe pas. Et bien ceux qui nous disent, c'est eux qui nous le font. Exactement. En revanche, il y a un communautarisme qui est développé par le haut. Quand je vois certaines villes, vous allez dire que je suis dans eux, mais par exemple Neuilly, qui préfèrent payer des impôts plutôt que faire venir des classes moyennes, ça c'est un communautarisme. C'est un communautarisme qui n'est pas religieux certes, mais qui est social. Allez, moi, je parle pour moi. Je suis jeune français, je suis aussi d'origine, et je ne veux même pas d'origine, je suis aussi tunisien et algérien, et je suis aussi musulman. C'est une richesse qui fait que c'est à partir de ce que j'ai, de ce que je suis, que je vais vers l'autre. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon islam qui va me fermer à aller à la mosquée. Je vais dehors, on va voir les gens et on va les aider. Et c'est ça qui fait la base et la richesse, et c'est ça qu'on risque de perdre en tombant dans l'extrémisme politique, pas l'extrémisme religieux, mais l'extrémisme politique. Parce que détrompez-vous, mais les extrémistes religieux, ceux qu'on appelle les islamistes, etc., ou les extrémistes religieux, aident aussi des Français.
Et ça, on n'en parle jamais. Parce qu'il faut aller, avant de parler de l'État, du débat national, de la vision nationale, il faut aller au local. C'est là où tout se joue et c'est là où l'avenir de la France se joue. Par rapport à la question communautaire, ce qu'il faut voir, c'est que parfois, quand les musulmans se mobilisent pour défendre des actes qui sont commis contre un musulman ou des choses qui touchent à l'identité musulmane, souvent ce n'est pas entendu parce que ces musulmans-là, dans l'espace public, on ne les entend pas. Quand il y a des choses qui touchent à l'ensemble de la société, on ne les entend pas souvent. Ils se mobilisent que quand ça leur touche à eux. Et donc, si vous voulez être entendu par la société, il faut que la société aussi puisse avoir cette vision que vous participez avec elle d'une même destinée. Et ne pas être... quand on parle souvent de vision communautaire, c'est que parce que cette communauté-là, on la voit en train de se mobiliser que des choses qui la concernent. Il y a cette première remarque que je voulais faire. Après, il y a ce que Rachid Benzine a dit, qui pour moi en fait est quelque chose d'essentiel, qui est la question de la formation. Évidemment, Rachid Benzine suscite... Oui, c'est vrai, pourquoi j'aime bien. C'est la question de la formation. Ce qu'il faut regarder, c'est que, après, je suis moins optimiste que lui, parce que ça fait des années qu'il y a des instituts de formation. Il y a par exemple des instituts de formation. Tous ces propos ont suscité beaucoup de... Il y a des instituts de formation musulmane ici en France, mais si vous regardez sur 30 ans, ces instituts-là, il n'y a pas un intellectuel musulman qui a émergé de ces instituts. Et donc, à un moment donné, si je ne suis pas musulman, je m'interroge. Que forment ces instituts? Ils forment des personnes qu'on ne voit pas dans l'espace public. Ils forment des gens qui, après, où ils s'enferment dans les mosquées, ces instituts-là ne participent pas à l'animation intellectuelle de la société. Alors que ça doit être la vocation d'un institut, de former des musulmans capables à la fois de porter une parole qui a une couleur musulmane, en tout cas qui porte une identité musulmane dans le débat public. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que les musulmans sont incapables de former leurs propres élites, et pourtant on parle il faut avoir ses propres institutions. Du coup, on a des institutions, mais en réalité qui ne s'adressent qu'à nous, parce que ça n'apporte absolument rien à la société. Et donc du coup, on se retrouve avec ça, que la société a de la communauté musulmane une vision communautariste, des gens qui sont entre eux, qui se forment entre eux, et qu'on ne voit pas dans l'espace public, ou quand on la voit dans l'espace public, c'est que pour des choses qui leur touchent. Cette manière de concevoir le CFCL, d'ailleurs qui ne date pas du CFCL, parce que déjà Jox avait commencé à vouloir organiser l'islam de France, il appelait ça l'islam de France, eh bien montre, en tout cas exprime bien, qu'il y a un véritable retard, il y a un véritable décalage entre les politiques, y compris les intellectuels d'ailleurs, et la réalité. Je veux dire, les jeunes, les quartiers, on n'est plus aujourd'hui rattachés, sauf affectivement, soit en termes familial, à un pays, mais on est avant tout, je veux dire, des musulmans de France. Et donc, moi par exemple, que ce soit David Boubaker, ou bien que ce soit X, Y, Z, du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, je veux dire, qui se retrouvent à la tête du CFCL, j'en ai rien à cirer. Ces gens ne me représentent pas. Ces gens ne me représentent pas parce qu'ils ne connaissent pas notre réalité. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un de nos quartiers. Ils ne savent pas ce que l'on vit au quotidien. Ces gens ne me représentent pas. Le problème du CFCL, c'est qu'il a été établi notamment à partir des mosquées et des lieux de culte. Qui gère les lieux de culte? Ce ne sont pas les jeunes, c'est encore la première génération. Donc les imams, ce n'est pas encore les jeunes. Donc ça pose aussi un problème. C'est pour ça que je dirais que le CFCM aujourd'hui est un mal nécessaire. Par contre, il a permis l'événement des CRCM. Et là, les CRCM sont en train de jouer leur rôle au niveau régional. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il est un peu trop tôt. Effectivement, on a aujourd'hui des sorties médiatiques rocambolesques sur les CFCM, mais je crois que c'est un mal nécessaire et qu'il y a d'autres institutions qui vont se mettre en place pour peut-être balayer le CFCM et proposer autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les jeunes ne s'investissent pas aujourd'hui dans les mosquées, il ne faut pas penser changer la représentativité au sein du CFCM. Allez, ça y est. Je vais vous remercier chacun et chacune et chacun d'entre vous pour ce débat à la fois libre, contradictoire, pluraliste, qui prouve bien qu'il y a un véritable islam en France ou de France, peu importe la définition, en tout cas, qu'il y a un besoin de la part d'un certain nombre de nos concitoyens de vouloir s'exprimer et de vouloir s'organiser afin de peser sur la scène à la fois politique, culturelle et au niveau de la société. Je vous invite à partager le verre de l'amitié pour les mécréants comme moi qui ne font pas le ramadan, et ceux qui font le ramadan,
qui La prière de l'amitié. Voilà, et Ils ont un mot pour ce soir. Voilà, c'est ça. Ils emportent avec eux pour ce soir.